Bonsoir à toutes et à tous, installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer. Et si, en voulant simplement appeler votre moitié, vous découvriez la trahison la plus dévastatrice de votre vie? Un rire volé, une phrase de trop, et soudain, votre réalité s'effondre. J'ai tout entendu. Et je ne suis plus jamais redevenu le même homme. Si vous aimez ce genre d'histoire vraie et bouleversante, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et surtout à laisser un commentaire à la fin. Vos retours comptent énormément. J'ai 35 ans, et pendant 11 ans, j'ai cru vivre une belle histoire. Mon épouse, Sophie, 33 ans, était tout pour moi. Ensemble, nous avons eu un fils, Lucas. Il a aujourd'hui 5 ans, et jusqu'à il y a une semaine, je croyais qu'il était mon fils. Mon monde. Mon prolongement. Je suis désolé si je semble confus ou décousu en racontant tout ça. J'ai encore du mal à aligner mes pensées. C'était un mardi banal, un de ces midis où je grignote un sandwich en scrollant sans but sur Reddit, entre deux réunions. Rien d'inhabituel. Jusqu'à ce que je décide d'appeler Sophie pour lui demander de passer prendre quelques courses en rentrant. Elle déjeunait, comme chaque semaine, avec son amie Elodie dans un petit resto hors de prix qu'elle adorait. J'appuie sur son contact. Et là, au lieu d'entendre la sonnerie, une voix s'élève. Ma main se fige. Mon téléphone s'était connecté automatiquement au Bluetooth de sa voiture. Ça arrive parfois, quand elle est à proximité. Elle devait être garée tout près. Ce que j'entends ensuite me glace le sang. Une voix féminine. Claire. Distincte. Elodie. Hello, son gosse n'est même pas le sien. Un test ADN le détruirait. Mon cœur s'arrête. Je reste là, sandwich suspendu en l'air, la respiration coupée. Il y a cette seconde où on se dit non, ce n'est pas possible. Elle parle sûrement de quelqu'un d'autre. Mais ensuite, j'entends le rire de Sophie. Son rire. Celui qu'elle fait quand elle est à la fois amusée et excitée par un potin croustillant. Et puis, je sais, hein? Parfois, quand Julien joue avec Lucas ou l'aide pour ses devoirs, je dois quitter la pièce. C'est trop. Je crois que j'ai arrêté de respirer. Littéralement. Elodie lui demande comment elle a pu garder le secret si longtemps. Et là, Sophie commence à raconter. Avec une fierté déplacée. Elle parle d'un congrès à Lyon, il y a 5 ans. De Marc, son patron. De cette connexion intense entre eux. Du fait qu'elle avait même envisagé de me quitter, mais qu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Marc ne voulait pas d'enfant. Alors elle m'a laissé croire que Lucas était à moi. Depuis le début. Je tremblais. Mon téléphone m'a échappé des mains. L'écran s'est fissuré en tombant. Je ne l'ai même pas remarqué tout de suite. Et elle continuait. Elle disait qu'elle savait que je ne remettrais jamais rien en question, que j'étais obsédé par Lucas, que je trouvais qu'il avait le même menton que mon père. Et elle riait. Encore. J'ai raccroché. Impossible d'en entendre plus. Je suis resté là, dans ma voiture, à serrer le volant jusqu'à en avoir les jointures blanches. J'étais à 2 doigts de foncer jusqu'au restaurant pour la confronter. Mais je me suis retenu. Par pur instinct de survie peut-être. J'ai respiré. 1, 2, 3 fois. Merci au séminaire de gestion du stress de mon boulot, pour une fois. J'ai pris un jour de congé. Prétexté une intoxication alimentaire. Puis j'ai conduit. Longtemps. 2 heures, peut-être plus. À penser. À me demander si tout ça était réel. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Messages, notifications, mais rien n'avait d'importance. J'étais dans un tunnel de douleur et de confusion. Quand j'ai enfin retrouvé un semblant de lucidité, j'ai appelé Bastien, un vieux pote du lycée devenu avocat. Je ne lui ai pas donné de détails, juste demandé un contact fiable pour les affaires familiales. Il a entendu quelque chose dans ma voix, parce qu'il m'a donné un rendez-vous dès l'après-midi même. Il m'a expliqué les bases. En cas d'adultère, même si notre État applique le divorce sans faute, certaines choses peuvent jouer sur le partage des biens. Il fallait que je rassemble des preuves. Que je protège mes finances. Tout ce que je ne me sentais pas capable de faire à cet instant, mais que j'ai fait. Le soir même, je suis rentré chez moi.
J'ai cuisiné avec Sophie. Aidé Lucas à réciter sa dictée. Regardé une émission idiote sur Netflix avec elle, blottie sur le canapé. Et pendant tout ce temps, j'avais l'impression de me dissoudre de l'intérieur. Les jours suivants ont été les plus longs, les plus fous, les plus douloureux de ma vie. Chaque matin, je me levais avant Sophie, préparais le petit déjeuner, déposais Lucas à l'école. Et chaque matin, je regardais mon fils dans le rétroviseur, tentant de repérer un détail, un indice que j'aurais manqué. Et chaque matin, mon cœur se brisait un peu plus. Il ne me ressemblait pas. Pas mes yeux. Pas mon sourire. Pas ma mâchoire. Rien. Mais il m'appelait toujours papa avec cette innocence pure que seuls les enfants possèdent. Et moi, je répondais avec une tendresse mêlée de douleur, jouant mon rôle à la perfection. Pendant que je souriais à l'extérieur, à l'intérieur, je mettais en place un plan. J'ai ouvert un compte bancaire dans un autre établissement. Transféré, petit à petit, des sommes discrètes. J'ai sécurisé tous les relevés, fait des copies de nos documents importants, pris en photo les objets de valeur que j'avais apportés dans le mariage. J'ai tout consigné dans un dossier Google protégé par mot de passe. Sophie ne se doutait de rien. Pourquoi aurait-elle ? Elle me prenait pour un naïf, un homme trop amoureux pour voir la vérité. Je jouais ce rôle à la perfection. Pendant que je l'aidais à préparer le dîner, pendant que je riais avec Lucas, je préparais la fin. Et puis, je suis passé à l'étape suivante. J'ai discrètement pris la brosse à dents de Lucas et commandé un test ADN en ligne, avec livraison express. Le colis est arrivé 2 jours plus tard. Je l'ai caché au fond d'un tiroir, attendant le bon moment. Le plus difficile, c'était cette attente. Parce qu'au fond, je connaissais déjà la réponse. Mais tant que je ne la lisais pas noir sur blanc, une infime partie de moi pouvait continuer à croire. À espérer. Je continuais ma comédie, baiser sur le front de Sophie chaque matin, trajet vers l'école avec Lucas, dîner en famille. Tout était à la fois banal et insupportable. Je vivais avec une étrangère, dormais à côté d'un mensonge. Chaque soir, je m'efforçais de ne pas pleurer. Chaque nuit, je rêvais que tout cela n'était qu'un cauchemar. 5 jours. 5 jours de torture silencieuse, de regards volés à mon fils, de colère refoulée envers Sophie. 5 jours à me demander comment elle pouvait encore me regarder dans les yeux. Comment elle osait rire, me toucher, me parler comme si de rien n'était. Ce vendredi-là, en me réveillant, j'ai su que je ne tiendrais plus très longtemps. Mais j'avais déjà tout planifié. Le lendemain, samedi, c'était notre anniversaire de mariage. 9 ans. Sophie pensait que j'avais réservé ce dîner dans ce bistrot chic de Bordeaux pour fêter notre amour. En réalité, j'attendais le moment où je pourrais lui offrir un tout autre genre de cadeau. Ce jour-là, j'ai tout préparé. J'ai glissé les résultats ADN dans une belle enveloppe bleue, avec inscrit en argent « Joyeux anniversaire ». J'y ai ajouté les captures d'écran de ces messages avec Marc, que j'avais retrouvés sur notre iPad partagé, grosse erreur de sa part. J'ai aussi imprimé des photos d'eux ensemble, lors de ce fameux séminaire à Lyon. Leur complicité sautait aux yeux. Quand Sophie est rentrée, elle était tout sourire. Elle pensait que j'étais plus amoureux que jamais. Elle m'a embrassé dans le cou, m'a demandé si je pensais à elle toute la journée. J'ai répondu oui. Ce n'était pas un mensonge. Je pensais à elle constamment. Mais pas de la manière dont elle l'imaginait. Le samedi est arrivé. L'air semblait plus lourd que d'habitude. Le silence de la maison, entre les rires de Lucas et les bavardages insouciants de Sophie, n'avait jamais été aussi assourdissant. Elle était surexcitée. Elle avait mis sa robe rouge, celle qu'elle gardait pour les grandes occasions, et avait passé la journée à se faire coiffer, manucurer, pomponner. Tout cela payé, bien entendu, avec notre carte de crédit commune. J'ai tout observé, en silence, comme un spectateur d'un film dont je connaissais déjà la fin. Nous avions réservé pour 19 heures. Je suis arrivé au bistrot quelques minutes en avance. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains tremblaient légèrement. Une partie de moi voulait fuir, tout annuler. L'autre brûlait de rage contenue. Quand Sophie est entrée, tout le restaurant s'est retourné. Elle était magnifique. Et pendant une seconde, une minuscule, très seconde, j'ai eu envie de croire qu'elle m'aimait encore.
Mais cette illusion a volé en éclats dès qu'elle a souri. Car moi, je connaissais la vérité. Elle s'est assise, toute excitée, les yeux brillants. Elle parlait vite, riait trop fort. Elle croyait que c'était une soirée romantique. Elle a commandé une bouteille de vin italien hors de prix, m'a pris la main en me disant combien elle était heureuse qu'on ait tenu si longtemps. J'ai hoché la tête. J'ai menti encore une fois, pour la dernière fois. Les plats ont commencé à arriver. Elle a sorti son téléphone pour prendre des photos, les publier sur son compte Instagram, parce qu'il faut bien entretenir les apparences. Puis elle a penché la tête, avec cette moue faussement innocente, et m'a demandé si je lui avais pris quelque chose. Elle s'attendait à un bijou, peut-être. À un collier. Un bracelet. Un souvenir pour célébrer 9 années de mariage. Alors j'ai sorti l'enveloppe. Jolie, soignée, rien d'alarmant. Elle l'a prise avec un sourire excité. A ouvert la carte. Puis les documents ont glissé sur la table, étalant leur vérité brutale devant elle. Elle a cligné des yeux, confuse. A commencé à lire. Et là, j'ai vu son visage se transformer. Confusion. Choc. Négation. Colère. Puis, ce vide. Ce vide glacial, comme si son masque venait de se fissurer d'un coup. Elle a chuchoté qu'elle pouvait tout m'expliquer. Que ce n'était pas ce que je croyais. Que c'était une erreur, une seule fois, il y a longtemps. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé s'enfoncer, tenter de ramasser les morceaux. Puis elle a haussé le ton. A dit que j'avais violé sa vie privée. Que je n'avais aucun droit de fouiller dans ses affaires. Aucun droit de faire un test ADN sans son autorisation. Que j'essayais de la détruire en public. C'est à ce moment-là que j'ai parlé. Une seule phrase. Je n'ai rien fouillé. C'est toi qui l'as dit. Toi et Élodie. En Bluetooth. Elle a blêmi. J'ai poursuivi. Que j'avais déjà vu Bastien. Que l'argent était transféré. Que les papiers de divorce étaient prêts. Que Claire, la femme de Marc, savait tout. Elle s'est effondrée. Littéralement. Les gens autour nous regardaient. Le serveur ne savait plus quoi faire. Sophie s'est mise à pleurer, bruyamment. Pas des larmes de cinéma. Des sanglots rauques, moches, trahissant une panique réelle. Elle suppliait. Me suppliait de ne pas faire ça. Qu'elle m'aimait. Qu'on pouvait réparer. Que Lucas avait besoin de moi. J'ai simplement levé les yeux vers elle. Et posé une seule question. Pourquoi? Et là, elle a dit la vérité. Ou ce qu'elle pensait être une vérité. Elle a parlé de ce lien avec Marc. De cette attirance. Du fait qu'il n'était pas fiable, mais qu'elle savait que moi, Julien, je serais un bon père. Elle s'est convaincue que c'était mieux ainsi. Pour tout le monde. Sauf pour moi. J'ai laissé un billet sur la table pour ma moitié du repas. Je me suis levé. Elle m'a supplié encore. M'a suivi jusqu'au parking. Elle hurlait. Des gens filmaient avec leur téléphone. Elle s'effondrait devant mes yeux. Et moi, j'étais déjà ailleurs. Loin. Je suis monté dans ma voiture. Et baissé la vitre. Et calmement, je lui ai dit. Je passerai demain récupérer mes affaires. Dis à Lucas que je suis parti en déplacement. Puis j'ai démarré. Sans me retourner. Cette nuit-là, je l'ai passée dans une chambre d'hôtel impersonnel au centre-ville. Pas de bruit. Pas de souvenirs. Juste moi, mon sac de sport, et cette sensation étrange d'avoir quitté ma propre vie. Sophie m'a appelé 43 fois. M'a laissé 19 messages vocaux. M'a envoyé plus de 70 messages en quelques heures. Ça allait de la supplication au chantage, de l'amour au mépris, comme si elle ne savait plus quel masque porter. Je n'ai répondu à rien. Pas tout de suite. J'avais besoin de silence. Le lendemain matin, elle m'a menacé. Elle disait qu'elle m'interdirait de voir Lucas, qu'elle raconterait à tous que j'avais abandonné ma famille. Alors je lui ai envoyé un simple message, « Regarde tes mails ». Dedans, il y avait les captures de ces messages avec Marc, les résultats ADN, les photos compromettantes. Je lui ai dit que si elle voulait jouer à ce jeu, j'avais bien plus de munitions qu'elle n'imaginait. À partir de midi, plus un mot. Silence radio. Ma mère m'a appelé. Sophie l'avait contactée, en larmes,
en disant qu'on s'était disputé et que j'étais parti sans explication. Ma mère savait que ce n'était pas mon genre. J'ai dû lui dire une version atténuée de la vérité. Pas tous les détails, elle n'aurait pas supporté, mais assez pour qu'elle comprenne. Sa colère a été immédiate. Elle voulait aller chez nous, frapper à la porte avec un balai, disait-elle. J'ai dû l'en dissuader. Elle m'a proposé de venir m'aider à récupérer mes affaires. J'ai accepté. Trop fatigué pour refuser. C'est chez Romain, un vieil ami, que j'ai trouvé refuge pour quelques jours. Son canapé n'était pas confortable, mais j'y dormais mieux que dans mon propre lit. Là-bas, entre deux cafés réchauffés, j'ai trouvé un petit appartement pas loin de l'école de Lucas. 2 pièces, rien de luxueux, mais avec le droit aux animaux. J'ai toujours voulu un chien. Sophie y était allergique. Le lundi matin, Bastien a officiellement déposé les papiers de divorce. Sophie a été servie au travail. Apparemment, d'après certains amis communs, elle a craqué. Une crise. A dû rentrer chez elle. Je ne ressentais rien. Juste un immense vide. Le lendemain, j'ai enfin vu Lucas. Le moment que je redoutais le plus. Comment expliquer à un enfant de 5 ans que papa ne vit plus à la maison? Je lui ai dit que parfois, les adultes doivent prendre du temps pour réfléchir. Que je l'aimais toujours. Que rien ne changerait entre nous. Il a pleuré. Moi aussi, mais en silence. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Pas encore. Ce n'était pas à lui de porter ce poids. Les jours suivants ont été flous. Malia, la femme de Marc, m'a écrit. Elle m'a proposé un café. Je n'étais pas sûr, mais j'ai accepté. Par curiosité. Pour comprendre. Elle était calme, posée. Rien à voir avec Sophie. Elle m'a dit que Marc avait tout nié, puis blâmé Sophie, puis enfin avoué. Ils suivaient une thérapie de couple. Ils avaient des enfants. Elle voulait essayer. Moi, je ne voulais rien. Juste avancer. La partie la plus dure, c'était Lucas. J'ai dû lui dire un jour que je n'étais pas son père biologique. Pas en ces mots. Mais avec des mots qu'un enfant pouvait comprendre. Il m'a regardé longtemps, sans parler. Puis il a demandé si j'allais arrêter de l'aimer. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Je lui ai répondu que non, jamais, que j'étais son papa dans tout ce qui compte. Il m'a simplement pris la main. Quelques semaines plus tard, Marc a demandé à rencontrer Lucas. Ma première réaction a été un non catégorique. Mais la thérapeute de Lucas m'a conseillé de ne pas balayer cette idée d'un revers de main. Selon elle, il pourrait être bénéfique, à long terme, que Lucas ait des réponses. Qu'il sache d'où il vient, même si cela ne change rien à qui il est. Alors, j'ai accepté. Un seul rendez-vous. Dans un parc. Surveillé. Rien de plus. Marc est arrivé avec une boîte de jouets trop grande, trop voyante. Il ne savait clairement pas comment s'y prendre. Lucas, lui, l'a observé un instant, puis s'est mis à lui montrer ses cartes Pokémon, à lui parler de Minecraft. Comme il aurait parlé à n'importe quel adulte inconnu. Après 1 heure, il m'a regardé et m'a dit « On peut aller manger une glace, papa ?» Dans la voiture, il a ajouté doucement « Il n'est pas aussi drôle que toi. » J'ai failli pleurer. Ce n'était qu'un gamin de 5 ans, mais il venait de recoller un morceau de mon cœur que je croyais définitivement brisé. Marc a signé un document renonçant à ses droits parentaux, mais il a accepté de verser une pension. Sophie s'est énervée en apprenant que cet argent ne passerait pas par elle. Trop tard. Chaque centime ira sur un compte bloqué pour Lucas. Elle ne pouvait rien faire. Mon nouveau chez-moi n'est pas grand, mais il est à moi. 2 pièces, un coin cuisine, un petit balcon. Pas de souvenir de trahison. Pas d'odeur de mensonge. Juste moi, Lucas et Rex. Oui, j'ai adopté un chien. Un vieux bâtard du refuge. Dès qu'il a vu Lucas, il l'a suivi comme une ombre. On aurait dit qu'ils s'étaient toujours connus. C'est fou comme certaines âmes se trouvent sans effort. Ma mère, Monique, passe souvent. Elle cuisine, aide Lucas à faire ses devoirs, me couvre quand j'ai des réunions tardives. Elle a été ma bouée de sauvetage. C'est elle qui m'a poussé à m'inscrire sur ce groupe de papas solo. Au début, je trouvais ça ridicule. Mais ces mecs, ils comprennent.
Ils ont vécu l'injustice, la honte, la solitude. Parfois on se retrouve avec les enfants pour un pique-nique, parfois on boit une bière et on se soutient. Ça fait du bien. Et puis, j'ai recommencé à sortir. Doucement. Des cafés, des dîners sans attente. J'ai rencontré Camille sur une appli. Elle a aussi un enfant. Elle comprend que Lucas passe avant tout. Rien de sérieux, pas encore. Je suis prudent. Parfois trop. Une petite voix me souffle que tout le monde cache quelque chose. Mais la thérapeute dit que c'est normal, après ce que j'ai vécu. Un soir, alors que Lucas dormait, Sophie a débarqué. Sans prévenir. Habillée comme à nos débuts, maquillée, parfumée. Elle voulait parler. Elle disait avoir tout perdu. Son travail, Marc l'avait virée pour sauver son mariage. Ses amies, elles avaient pris mes côtés. Sa réputation, elle était devenue une anecdote virale sur TikTok. Elle disait vouloir tout réparer. Recommencer. Je l'ai regardée. Et je n'ai ressenti rien. Rien du tout. Elle a vu le pull de Camille sur mon canapé. A explosé. A crié que je la remplaçais trop vite. Que j'étais cruel. J'ai dû lui dire de partir. Sinon j'appelais la police. Le lendemain, elle s'est excusée par message. J'ai acheté une caméra pour la porte d'entrée. Par précaution. Un mois après cette scène, j'ai reçu un message d'Élodie. Elle disait qu'elle se sentait coupable, qu'elle n'avait jamais voulu que ça aille aussi loin, qu'elle croyait que je savais déjà pour Lucas et que je faisais semblant. Je n'ai même pas répondu. J'ai bloqué son profil dans la minute. Certaines excuses arrivent trop tard. Certaines trahisons sont irréparables, même avec les mots les plus doux. La semaine dernière, Lucas a eu 6 ans. Contre toute attente, Sophie et moi avons réussi à organiser un petit anniversaire ensemble, dans un parc. Rien de grandiose. Juste quelques ballons, des gâteaux faits maison, nos 2 mères, et surtout, le sourire de Lucas. Elle était là, assise un peu à l'écart. Elle regardait Lucas comme si elle voulait graver chaque seconde dans sa mémoire. Comme si elle réalisait enfin ce qu'elle avait perdu. Après la fête, elle m'a demandé de parler seule à seule. Elle m'a annoncé qu'elle allait quitter la région. Elle avait reçu une offre d'emploi à Marseille. Un nouveau départ, disait-elle. Une chance de tout recommencer. Elle m'a demandé si je pourrais, parfois, amener Lucas en visite. J'ai répondu qu'on verrait, qu'on trouverait un moyen. Pour lui. Pas pour elle. Depuis son départ, tout semble plus calme. Mon appartement commence à ressembler à un foyer. Lucas s'y sent bien. Il a décoré sa chambre avec des dessins et des jouets. Il adore son lit superposé même s'il n'a pas besoin du lit du haut. Il dit que c'est sa cachette secrète. Rex dort souvent en dessous, comme son garde du corps. Le boulot va bien. J'ai eu une petite promotion. Pas énorme, mais assez pour ne plus stresser à la fin du mois. J'ai pu offrir une console à Lucas pour son anniversaire. Voir ses yeux briller, ça valait tout l'or du monde. Je passe plus de temps avec lui que jamais. Je l'amène à ses entraînements, je lui lis des histoires le soir, on cuisine ensemble enfin, on salit beaucoup la cuisine. L'autre soir, en étalant de la sauce tomate partout, il m'a regardé et m'a dit « Papa, je suis content qu'on habite ici maintenant. Maman criait souvent sur toi, avant. » J'ai souri. Et j'ai senti mes yeux me piquer. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être qu'un jour, je baisserai à nouveau ma garde. Peut-être que cette petite voix qui me souffle de me méfier de tout le monde finira par se taire. Ou peut-être pas. Mais je sais une chose, entendre cette conversation Bluetooth a été la pire, et la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un mensonge éternellement. Parce que survivre, ce n'est pas vivre. Et parce qu'aujourd'hui, même si rien n'est parfait, tout est vrai. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci pour votre soutien, vos mots, vos pensées. C'est le moment de tourner la page. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner,
à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.